On est en live. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en live pour cette première conférence d'une longue série de conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres sur la Silver Economy. Première conférence aujourd'hui avec plusieurs invités que j'ai présentés rapidement. La réponse aux enjeux de la transition démographique en ce qui concerne cette fameuse Silver Economy, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Silver Eco sans jamais oser le demander. On va essayer d'y répondre à vos questions. Je tiens à remercier l'université Aix-Marseille, le campus des métiers Silver Eco PACA qui organise ces sessions qui sont importantes parce que l'objectif de tous les professionnels qui sont dans le tour de table, c'est de transmettre des informations. Et tout de suite, justement, on va également remercier une autre structure qui aide à l'organisation de ces différents webinaires et de ces différentes conférences. C'est Madame Emmanuelle Robert. Je vais vous laisser la parole. Vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications de la Silver Economy en PACA et je crois que vous avez quelques propos introductifs pour nous dans le cadre de cette première conférence. On vous écoute. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Donc, bonsoir à chacun et à chacune. Et bienvenue donc dans cette première conférence d'un cycle de 5 conférences digitales sur un colloque consacré à la Silver Economy, l'entrepreneuriat dans la Silver Economy. Donc merci, oui, à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité qui est votre hôte ce soir. C'est lui qui finance cet événement. Et je souhaitais remercier particulièrement le travail remarquable de Monsieur Temprado, Jean-Jacques Temprado, qui est professeur des universités d'Aix-Marseille et directeur de la chaire Active Aging et qui a préparé, qui a coordonné, qui a fédéré l'ensemble des intervenants prestigieux et experts, vous verrez, tout au long de ce colloque. Un merci également à l'équipe d'Apifer qui nous accueille sur sa plateforme et à l'agence de communication La Chamade qui a communiqué sur l'événement. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse donc la parole, Jérôme. Vous êtes donc président et fondateur de silvereco.org et notre animateur pour la conférence de ce soir. Merci à vous tous, à tout à l'heure. Merci à vous de cette invitation et également merci à l'OBCOEP, l'Université Aix-Marseille, le campus des métiers Silver Eco PACA pour avoir organisé tout ça. C'est beaucoup de travail en amont pour permettre ces conférences et je crois qu'il y a plus d'une centaine d'inscrits, 100, 120 et plus inscrits pour chacune des conférences. Donc c'est un vrai succès déjà alors qu'on n'a même pas encore commencé. Merci à vous et bonjour à tous. Armel Delequin qui représente Familéo, Victor Perazzi, Prosper, Romain Gano, AG2R La Mondiale, Jean-Philippe Arnoux, Saint-Gobain, directeur de la Silver Economy de Saint-Gobain, mais on va revenir avec vous, vous tous, juste après. On va tout de suite commencer cette première conférence et cette première session par des propos liminaires de Benjamin Zimmer. Benjamin Zimmer a fait beaucoup de choses dans le domaine de la Silver Economy. On va pas parler de l'époque des dinosaures, Benjamin, mais on a cofondé une structure qui s'appelle Silver Valley aujourd'hui, qui s'appelait Soliage à l'époque. On a fait pas mal de choses et concentrons-nous sur le présent et l'avenir. Benjamin, tu es le directeur de Silver Alliance et là l'idée c'est avant d'écouter nos autres invités et d'échanger avec eux et avec toi. L'idée, c'est de brosser un tableau de la Silver Economy. Quel est le contexte économique général, donner des éléments chiffrés et donner surtout des exemples de produits, de services qui gravitent autour de cette Silver Economy qui est pas forcément facile à appréhender pour un Français, puisque les Français aiment bien les choses qui sont en silo. Et l'avantage et l'inconvénient de la Silver Economy, c'est d'être complètement transversal. Donc Benjamin, je crois que tu as une présentation. Bienvenue déjà. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et je crois que tu as une présentation et nous allons religieusement t'écouter pendant une petite demi-heure pour cette première session. Si ça vous va à tous. Alors déjà, mais tout le monde est d'accord. Merci pour... merci beaucoup. Vous m'avez demandé aussi de venir pour ça, donc c'est cool si vous êtes d'accord que je puisse effectivement vous donner des éléments de contexte. Comme je sais qu'on s'adresse à un public de jeunes et de moins jeunes, mais qui a cette passion commune qu'est l'entrepreneuriat et la volonté de changer un petit peu le monde des seniors, je vais essayer de vous donner effectivement des éléments pour que vous puissiez mieux appréhender ce secteur d'activité. Alors comme l'a dit Jérôme, c'est un secteur d'activité qui à maintes mesures est assez complexe. Donc je vais essayer de vous donner des éléments.
N'hésitez absolument pas à nous poser des questions. Et puis, le but de cette intervention, c'est aussi de laisser après la parole à ceux qui sont présents ce soir et qui entreprennent ou qui financent des projets d'innovation, d'entrepreneuriat et d'entreprises dans ce secteur-là, petites et grandes entreprises. Donc, on va essayer de vous apporter un panorama le plus large possible. Je vais partager un support. Vous allez me dire si vous le voyez. Je suis en train simplement de l'ouvrir. Et normalement, à présent, vous devez le voir. Est-ce que c'est bon, Jérôme, de ton côté? C'est bon, Benjamin, on voit le PowerPoint. Ok, très bien. Bon, alors de manière très rapide, effectivement, je vais essayer de faire ça en 15-20 minutes. Peut-être déjà parler de la filière de la Silver Economy. Alors effectivement, Jérôme, tu as parlé du fait que nous étions des dinosaures, mais on reste encore relativement jeune par rapport à notre potentielle longévité en tant qu'être humain. Et je voulais juste effectivement aborder le sujet en disant que la Silver Economy est quand même très récente comme filière. Donc si vous tapez dans Google Silver Economy, vous allez trouver beaucoup d'informations. Si vous allez sur le site du ministère de l'économie, sur le site des plans d'investissement d'avenir, du commissariat au plan stratégique, etc., vous allez trouver effectivement de la matière en ce qui concerne la Silver Economy. Moi, ce que je voudrais juste préciser au départ, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une période économique, Silver Economy ou pas Silver économique, qui est particulièrement instable, particulièrement complexe. Donc on est dans un monde VUCA, et ce monde VUCA où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité, beaucoup de complexité, il ne se caractérise pas simplement à la Silver Economy, il se caractérise à d'autres grands enjeux. Et quand Jérôme tout à l'heure disait que effectivement en France, mais c'est globalement partout pareil, on réfléchit en silo, c'est vrai que l'enjeu dans notre secteur d'activité, c'est de réfléchir de manière transversale. De la même manière qu'on réfléchit aujourd'hui les grands défis qu'il y a dans l'économie, les grands défis qu'il y a dans l'environnement, les grands défis qu'il y a dans la technologie, dans le monde sanitaire ou dans le monde politique. Aujourd'hui, la Silver Economy, c'est le pendant d'une grande révolution qui est à venir. C'est que demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, il n'est plus de seniors que de bébés. Et donc, de fait, on est dans une transition démographique très forte, comme on est dans une transition environnementale, comme on est dans une transition économique, comme on est dans une transition technologique, etc., etc. Manière très simple, je l'utilise de manière régulière, mais on a eu un président de la République qui a été élu sur un concept qui est de la Startup Nation. Lui-même avait disrupté le monde politique puisqu'il avait enterré deux dinosaures, le parti des Républicains et le parti socialiste, juste sur une campagne présidentielle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le monde change, et le monde change dans tous les secteurs d'activité. Et en particulier aujourd'hui, quand on regarde un petit peu et qu'on lève la tête, quand on prend le bus, quand on prend le métro, quand on prend l'avion, quand on va acheter une voiture, quand on achète un appartement, quand on va chez le boulanger, etc., on peut se rendre compte qu'autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui ont les cheveux gris. Et ça s'appelle la transition démographique. Alors la Silver Economy, en quelques mots, là j'ai rien inventé, hein. Vous allez retrouver notamment sur le site de Jérôme Pignet, sur le site de silvereco.fr, tout est précisé. Ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, c'est une filière transversale, et qui dit transversale dit que potentiellement il peut y avoir des clients, des bénéficiaires dans cette économie, qui soient donc des clients âgés dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui chez L'Oréal, aujourd'hui à la SNCF, aujourd'hui chez PSA, aujourd'hui chez Airbus, aujourd'hui dans les compagnies, la MSC par exemple, les croisières, etc. Partout, aujourd'hui, le sujet de la transition démographique devient un sujet de stratégie. Alors il y a quelques années, c'était encore un petit peu ignoré. Certainement pas par les dirigeants ni par les décideurs. C'était simplement, on ne voulait pas en parler, parce que quand on parle des seniors, de la silver, etc., c'est vrai que c'est moins glamour que lorsqu'on parle de la tech et des jeunes. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, ce qui fait tourner notre économie, c'est des consommateurs qui, en règle générale, ont plus de 50 ans. Je reviendrai dessus après. Donc retenez
puisque vous êtes néophyte par définition, que c'est un secteur qui peut toucher tous les secteurs d'activité. Donc on peut imaginer une nouvelle pommade qui va corriger des rides, comme on peut imaginer une intelligence artificielle qui va prédire demain des problématiques de santé depuis le domicile sur un téléphone et qui va permettre d'orienter les soins des professionnels de santé. Donc ça peut être de l'innovation de rupture comme de l'innovation incrémentale. Ça peut être élargir une ligne de produits, densifier une gamme de produits, comme changer radicalement un usage. Donc, pourquoi on s'intéresse de plus en plus à ce secteur d'activité? C'est pas simplement parce qu'il y a de plus en plus de seniors, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus de seniors que de bébés. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en France, on dit que en 2030, globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Après, c'est à quelques milliers. Il y aura 30% des Français qui, en 2030, auront 60 ans et plus. C'est facile de se rappeler parce qu'à chaque fois, c'est des multiples de 30. 30% des personnes de 60 ans qui auront 60 ans et plus. Donc, ça, c'est un point. On sait que cette population a une capacité d'épargne très importante. On sait que 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française sont faites par des personnes de plus de 50 ans et qu'il n'y a pas de raison que ça change compte tenu du fait que non seulement il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent, mais elles vieillissent de plus en plus longtemps, et je reviendrai dessus après, et que en fait ce sont de formidables moteurs de croissance, puisque si on s'arrête et qu'on fait un petit peu de sociologie, les personnes qui ont aujourd'hui 60 ans ou 70 ans ne sont pas les mêmes que les personnes qui avaient 60 ou 70 ans il y a 20 ans. Et ça, c'est le sociologue malheureusement défunt, Nicolas Menet, qui l'avait très bien écrit dans ses travaux en sociologie et en marketing. Donc ce sont des formidables moteurs de croissance, de consommation, parce qu'ils ont de l'argent. Certes, parfois, ils n'ont pas d'argent sur leur compte en banque, mais ils sont riches de pierres et de foncier, en moyenne. Ils ont du temps libre, donc ils ont le temps de choisir, d'où la nécessité, quand on lance une entreprise dans ce secteur-là, de bien comprendre, d'aller sur le terrain, d'observer leurs pratiques et de trouver des produits, des services qui vont répondre à des besoins, à des envies, à des attentes, et pas essayer de réinventer la roue de quelque chose qui pourrait vous faire plaisir et peut-être leur faire plaisir. Quand on est entrepreneur, on cherche d'abord à satisfaire les besoins des clients, pas le besoin personnel d'entreprendre et de lancer son produit. Si vous voulez réussir, c'est comme ça que ça se passe. Et on est sur un public qui potentiellement a de plus en plus de risques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, mais de devenir dépendants. Donc tout ça permet effectivement d'avoir un terrain de jeu dans le domaine de la conception de produits et services, on appelle ça périmètre d'ambition, dans lequel potentiellement il y a beaucoup d'opportunités. Et qui dit opportunité en économie dit proposition de valeur, donc nouveaux produits, nouveaux services. Je continue. Donc ça, ce sont toutes les slides qui vous sont présentées là. Vous pouvez, je pense que vous pourrez les retrouver, les demander aux personnes qui organisent cet événement. En tout cas, pour ma part, elles sont en libre accès. Donc ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Simplement, ici, vous avez les chiffres et les sources et les références pour aller les retrouver. Donc, on est face à une transition démographique qui est sans précédent. Il n'y a jamais eu autant sur notre planète de personnes âgées. Et il y a surtout eu potentiellement jamais de personnes aussi âgées à horizon de 2100, puisque en 2100, sur la planète, au rythme où on est parti en termes de croissance, donc c'est-à-dire pour le coup de naissance, et le fait qu'on vive plus longtemps, on devrait être pas loin de 11 milliards, et dans ces 11 milliards d'individus, on devrait être beaucoup autour de 3 milliards d'individus de plus de 60 ans sur toute la planète en 2100. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de la silver economy, on ne fait que commencer. Alors certes, il y a aujourd'hui un certain nombre de crises géopolitiques qui peuvent menacer tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un monde d'incertitude. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, de l'Amérique jusqu'à la Chine, en passant par l'Europe, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Les seniors, ils sont nombreux, mais on ne regarde pas forcément dans leur direction. Pour autant, non seulement ils sont de plus en plus nombreux, mais l'accélération de leurs effectifs va être très croissant, voire exponentiel dans les années qui viennent, puisque comme vous pouvez le voir sur cette slide, entre 2020 et 2050, on va avoir plus 40% de personnes de plus de 65 ans,
Je crois qu'on est autour de 15 millions aujourd'hui, donc je vous laisse faire les calculs. On va avoir plus 100% de personnes de plus de 75 ans. Je crois qu'on est autour de 6 à 8 millions aujourd'hui, et plus 240% des plus de 85 ans, et je crois qu'on est autour de entre 4 et 6. Donc je vous laisse faire les projections. Ça veut dire que quand on voit aujourd'hui que quand on lit la presse, il y a beaucoup de crises autour des enjeux des maisons de retraite. On n'a pas fini non plus d'entendre parler des maisons de retraite, mais par contre, on a besoin d'entrepreneurs qui imaginent peut-être une autre façon, une autre manière de vivre une expérience et une vie dans une maison de retraite, parce qu'il va falloir continuer à pouvoir accueillir des personnes qui vont avoir des troubles qui feront que nécessairement elles auront besoin d'une assistante 24 sur 24, 7 jours sur 7, qu'elles pourront pas toutes être au domicile et qu'elles devront peut-être vivre en institution, et que ces personnes-là se trouvent très probablement dans les 240% des plus de 85 ans. Troisième chose, cette citation n'est pas de moi, c'est un livre qu'a écrit un entrepreneur aussi, qui s'appelle Ralph Ababou, que tu connais aussi très bien Jérôme, et tous ceux qui participeront ce soir, qui a créé les chaînes de café qui s'appellent Columbus. Il a écrit un livre en rentrant du Japon, et son titre c'était « Il y a de l'or dans Senior ». J'aime bien utiliser cette expression, parce que en fait, soit on me voit comme un grand méchant capitaliste qui pense que dans les seniors, il y a de l'argent à se faire et donc de l'or, soit aussi on considère, et cette fois-ci un peu plus, c'est peut-être celle-ci qui m'intéresse le plus, beaucoup plus humaniste. Dans seniors, il y a de l'or, oui, de l'or, et en particulier dans leur cœur. Beaucoup de transmission, beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences de vie qui peuvent justement être transmis à des jeunes générations, qui cherchent peut-être des valeurs, des repères aussi dans une société qui en manque peut-être. Et de fait, dans cette économie, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent autour de l'économie sociale et solidaire, et beaucoup d'enjeux autour du développement des territoires. Et donc j'aime bien rappeler aussi que le développement des entreprises, ça se passe pas simplement à Marseille, à Lyon, à Paris, à Nantes, ça se passe dans tous les territoires, dans toutes les villes et peut-être tous les villages aussi en France, et que de fait, il y a beaucoup de choses à créer, puisque on peut constater aujourd'hui que beaucoup de personnes de 60 ans vivent aussi en dehors des villes et manquent de services, notamment quand ils sont en milieu ruraux, notamment pour checker leur santé ou pour tout simplement avoir des actions de lien social. C'est une population qui, d'un point de vue marketing, commercial, enfin peu importe là où vous voulez mettre le focus ce soir, qui est différente de la population des plus jeunes. Je vous prends un exemple très concret. Quand on a 25 ans et qu'on veut le dernier iPhone, soit on l'achète en ligne, soit on va directement dans une boutique, dans un corner chez Orange, chez SFR, chez Bouygues et chez d'autres, et on prend on rencontre le vendeur, on lui dit exactement ce qu'on veut, et la vente, elle se fait très rapidement. On vient très rarement lui demander des conseils. Les seniors, c'est un petit peu différent, parce que pour eux, ils ont peut-être pas forcément eu l'usage du smartphone, et quand bien même ils l'ont eu, ils aiment bien savoir ce qu'ils achètent. Donc c'est une vraie population, pas de seniors, de malades, mais des gens qui sont des clients, qui ont une expérience importante, et donc beaucoup de temps pour pouvoir poser des questions, comparer des prix, tester les produits, être exigeant sur la qualité, se renseigner sur les garanties, par exemple. Il y a énormément de sujets qui doivent être traités quand on les considère et quand on veut leur vendre un produit. Ce sont pas des enfants avec plusieurs années au compteur. Ce sont des individus qui toute leur vie ont acheté des produits et des services. Et il n'y a pas de raison que lorsqu'ils vieillissent, même si peut-être que leurs capacités cognitives sont plus ralenties, ils aient pour autant d'autres réactions comme ils ont pu l'avoir quand ils étaient plus jeunes, et donc de fait avoir cette capacité et ces caractéristiques qui sont écrites dans cette slide. Un point qui est aussi important, c'est une population qui apprécie beaucoup les produits fabriqués en France, parce que tout simplement, le fabriquer en France, pour eux, leur rappelle que ce sont des produits qui peuvent peut-être être conçus par des plus jeunes, et ces plus jeunes, c'est leurs familles qui peuvent travailler, etc. Donc il y a beaucoup aussi de représentation dans le commerce et dans leur attitude à consommer qui sont liées au fait de pouvoir aussi transmettre. Quatrième point, les seniors ne sont pas une cible homogène. Donc effectivement, c'est pas parce que vous avez 60 ans ou 65 ans que vous arrivez à la retraite que tous les retraités ont tous les mêmes besoins, ont tous les mêmes envies, ont tous le même capital de santé, ont tous, voilà, c'est faux.
En fait, dans les personnes de plus de 60 ans, eh ben, il y a différentes populations qui sont concernées, différentes générations qui se côtoient. Vous vous doutez bien que la personne qui a 65 ans aujourd'hui versus celle qui a 90 ans aujourd'hui n'a peut-être pas forcément les mêmes habitudes de la consommation de jeux en ligne sur Internet. Je vous dis ça parce que beaucoup de seniors jouent en ligne sur Internet. La plus grande croissance des gamers sur Internet, ce sont des seniors. Et ça fait sourire, mais parce qu'ils ont tout simplement l'usage du gaming, et que dans le gaming, ils ont du lien social puisqu'ils jouent aussi en ligne avec d'autres. Alors, je vous fais des exemples qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais la même manière. Quand vous faites des prestations de services à domicile pour une personne qui toute sa vie a été peut-être cadre supérieur, a eu dans sa vie des professionnels qui sont déjà intervenus dans son domicile, il n'y a pas de raison qu'à 65 ans, quand tout va bien et quand elle a pris sa retraite, ses attitudes changent. Ce qui change, c'est le temps qu'elle a. C'est peut-être le fait qu'elle soit présente dans la maison alors qu'avant elle était au travail. Mais globalement, l'expérience qu'elle veut vivre et ses attentes n'ont pas changé. C'est peut-être différent quand cette même personne a 20 ans de plus ou le même âge, mais un niveau d'autonomie qui fait qu'elle a décliné un petit peu, et de fait, la prestation qu'elle demande n'est plus la même parce qu'on va peut-être l'accompagner pour faire sa toilette ou ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut aussi avoir, et cette matrice-là, je vous conseille de l'utiliser quand vous allez faire vos études de marché, quand vous allez faire avec une méthode en marketing qui s'appelle la méthode des personas, identifier la cible, à qui vous allez vendre demain votre produit ou votre service, de voir quel est votre public. Votre public, c'est pas les 15 millions de personnes qui ont aujourd'hui plus de 65 ans. Votre public, c'est très probablement les 8% de personnes qui sont des progressistes parmi ces 15 millions. Et parmi ces 15 millions, il y a 8% qui sont progressistes, et parmi ces 8%, peut-être que seulement 2% seront intéressés par votre produit ou votre service. Donc ça, vous ferez ça quand vous ferez vos études de marché. Le 5e point dans la transition démographique, et dans la transition démographique, le vieillissement de la population, c'est que ça va modifier, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, toutes nos certitudes. Aujourd'hui, la manière de consommer, je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder ou à observer, mes parents ou mes grands-parents, parce que j'ai encore la chance d'avoir des grands-parents, ils n'utilisent pas l'application comme moi j'utilise du Crédit Mutuel ou de la Société Générale pour regarder leur compte en ligne, puisque pour les plus anciens, ils les regardent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'usage du smartphone. Puis là aujourd'hui, ils peuvent plus avec un déclin cognitif. Et mes parents, ils préfèrent encore aller, ils le regardent, mais ils préfèrent aussi aller au guichet et avoir une relation avec la personne qu'ils ont eu l'habitude de voir depuis un certain temps. Pour autant, on voit bien qu'on va pas passer du tout numérique dans le système bancaire, et que de fait, on va devoir peut-être, parce qu'ils l'ont fait, cette dématérialisation, ils ont été peut-être trop vite par rapport à des clients qui ont des actifs dans les banques et qui eux n'ont pas eu la même transition numérique qu'eux ont pu le vivre. Donc ça crée des décalages dans la santé, dans les transports, la manière de voyager quand on est à la SNCF, quand vous êtes dans une grande gare, qu'il y a beaucoup de bruit, que la signalétique est compliquée, que vous voyez pas grand chose, que vous entendez pas grand chose, que vous allez pas vite, alors que vous allez prendre le même train que le cadre qui est très dynamique et qui va peut-être courir. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que dans cette société, il va falloir imaginer effectivement des produits qui puissent aussi être pensés pour Monsieur Tout le Monde. Le gouvernement, par le biais donc du cabinet du Premier ministre qui fait de la stratégie, avait estimé en 2013 la date de la création de cette filière industrielle. À l'époque, c'était par Michel Delaunay quand il était ministre des Personnes âgées, et de Arnaud Montebourg quand il était ministre du redressement productif, que ça représentait 92 milliards d'euros, et que potentiellement, à horizon 2020, ça pouvait apporter un point de croissance en termes de PIB. Tout ça, ces données-là sont complexes à analyser, mais tout le monde comprend dans mon propos, en tout cas, que le sujet, c'est que la consommation française et la consommation des pays industriels va être dopée par ces personnes qui vont devoir acheter des produits et des services qui vont correspondre à des nouvelles envies, des nouveaux besoins, des nouveaux usages. Et la croissance, parce que vous entendez souvent parler de, je l'imagine, quand on fait un peu d'entrepreneuriat, c'est le terme qu'on entend très souvent. La croissance aujourd'hui, elle va surtout être drivée par ces nouvelles problématiques et ces nouveaux besoins qu'il va falloir, et donc in fine, comprendre pour pouvoir imaginer des solutions. L'autre point que je voulais évoquer,
Et peut-être après Jérôme, je terminerai sur cette slide. Ouais, rapidement conclure, ouais, effectivement. Merci. C'est que là, je vous ai parlé des seniors comme des consommateurs, mais les seniors sont aussi des gens qui vont continuer à travailler. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, vous n'êtes pas obligé simplement, de toujours systématiquement commencer par une feuille blanche A4 pour imaginer une entreprise. Avec le vieillissement de la population, il va y avoir beaucoup d'entreprises à reprendre et donc potentiellement beaucoup d'opportunités d'aller reprendre une entreprise qui a été créée par peut-être un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs qui vont devoir partir à la retraite mais qui ont aussi envie de céder leur entreprise. Et par ailleurs, et je terminerai là-dessus, les seniors ne sont pas que des clients, ils peuvent être aussi des salariés. Et demain, en termes d'innovation, il va falloir aussi imaginer des services pour pouvoir accompagner, former ces personnes qui vont vieillir en entreprise, qui vont être salariés et qui demain pourront aussi, après évidemment ce travail, prendre une retraite bien méritée. Donc voilà un petit peu dans quel environnement vous êtes. Voilà un petit peu ce que c'est que la silver economy. Rappelez-vous que la silver economy, c'est le pendant économique d'une transition démographique dans lequel il y a un phénomène important, c'est que les naissances sont moindres par rapport à la naissance des seniors et que de fait, il faut imaginer une société qui puisse répondre à ces nouvelles attentes. Merci. Merci Benjamin pour cet éclairage. On peut demander à tout le monde de réactiver sa caméra. Donc, allez, si je reprends un petit peu les questions de définition de cette conférence, quelle est la définition précise de la silver economy? Personnellement, je n'en ai pas. C'est la transition démographique au sens large. C'est comme si on essayait de définir précisément la définition du marché de l'écologie, quoi. C'est vraiment exactement toutes les structures. Et donc, c'est une lame de fond qui va vraiment toucher tous les acteurs. Donc, réponse à la première question. Ça va être bizarre cette conférence parce qu'on va répondre aux questions tout de suite et puis après, on ira dans le détail. Quand est-ce qu'elle a été créée et quand? Bon anniversaire la Silver Eco. Elle a été créée en 2013. Nous étions 4 dans le bureau de Michel Delaunay quand on s'est dit il faut un peu changer les codes, il faut renverser la vapeur. À l'époque, dès qu'on parlait de vieillissement de la population, on se disait oui, mais vieillir c'est une maladie, la maladie c'est remboursé par la sécurité sociale, et on tombait vraiment sur des schémas qui n'étaient pas du tout les bons. Et donc on a vu le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Est-ce qu'elle est devenue un secteur important? 130 milliards de prévisions, de chiffres pour 2020. Je crois qu'on a eu la réponse avec la question de l'intervention de Benjamin Zimmer. À qui s'adresse-t-elle? À tous, les fameux 30%. Vos enfants, vos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, peu importe. Tout le monde, quel que soit son âge aujourd'hui, si on est né aujourd'hui en 2023, en 2030, vous allez vivre avec 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc, forcément, on est dans un secteur qui vieillit, donc cette silver economy s'adresse à tous. Est-ce qu'il y a des opportunités de création d'emplois et de création d'entreprises? Bien entendu. Les créations d'emplois avec une logique qui est très intéressante parce que souvent, ce sont des emplois non délocalisables. Donc ça, c'est un point très fort. Et la France peut être une terre d'accueil de seniors européens également. Est-ce qu'il y a des créations d'entreprises? Oui. Si tu veux, juste une petite précision par rapport à ça, parce que justement, en termes d'emploi, juste sur Silver Valley, qu'on connaît très bien tous, je crois qu'en 10 ans, c'est plus de 15 000 emplois qui ont été créés dans les entreprises. Familiaux, tout à l'heure en parlera. Il y a eu des boîtes comme Apital, des boîtes comme Cette Famille, et j'en passe, WeHelp, etc. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois créés, des métiers dans les services à la personne et des métiers dans le monde de l'ingénierie, par exemple. Donc aujourd'hui, on a autant des stars du monde de l'intelligence artificielle qui s'amusent avec des datas de santé de personnes âgées polymédicalisées que de personnes qui interviennent de domicile pour apporter leur aide pour faire la toilette. Et ça, c'est très important parce que c'est un secteur du coup qui peut intéresser tout le monde et tous les secteurs d'activité. Je tenais à le préciser parce que c'est important. C'est un secteur qui peut intéresser tout le monde et dans la réponse aux créations d'entreprises, est-ce que ça offre des opportunités de création d'entreprises? Oui, et ce dans tous les secteurs. Si vous êtes passionné par quelque chose, regardez cette passion avec le prisme du vieillissement de la population. Vous êtes passionné de gaming, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3-4 ans? On a le Silver Geek qui vient de se lancer avec des concours de bowling dans toute la France.
Il y a qu'à regarder quotidien l'émission qui tous les ans va suivre cette grande compétition nationale. Si vous êtes passionné de rugby, il y a du rugby pour seniors. Si vous êtes passionné de football, il y a ce qu'on appelle le walking football, la fédération française de walking football qui a été créée. C'est du football en marchant. Le tennis senior, si vous êtes passionné de tennis. Bon bref, prenez votre passion. La musique, on a chez Silver Alliance WePlay qui aide les seniors à se mettre à la musique, et ce quel que soit son âge. Quelle que soit votre passion, regardez cette passion avec le prisme vieillissement de la population. Faites un peu de brainstorming, aérez-vous un petit peu la tête grâce à ces conférences, et vous allez voir qu'il y a des opportunités de création d'entreprises qui sont, ou d'activités ou d'associations d'ailleurs, on n'est pas obligé de créer une entreprise, qui sont tout à fait intéressantes. Et donc pour parler de tout ça, vous avez rallumé vos caméras, Armel Delequin, Familéo, Victor Parezzi, Merci Prosper, Romain Gano, AG des Arts Mondiales, et Jean-Philippe Arnoux Saint-Gobain. Bonjour, je n'ai pas dit bonjour encore tout à l'heure. Comment allez-vous, messieurs? Super, merci. Très bien. Ça va? Salut Jérôme. On va donc creuser un peu cet enjeu de transition démographique avec vous, chacun avec sa spécificité. On va commencer avec on se tutoie dans la vraie vie, donc on va se tutoyer dans online. Hein. Victor, tu m'as dit, moi j'ai envie d'intervenir sur deux éléments. Une logique un peu macro puis une logique micro. J'aimerais peut-être commencer par cette logique macro, lister rapidement les enjeux, et allez, je te laisse quand même avant tout ça 30 secondes de pitch pour expliquer ce que tu fais dans le secteur de la Silver Economy. Ok, alors moi je travaille dans le secteur de la Silver Eco depuis une petite quinzaine d'années, d'abord en tant que directeur d'EHPAD, puis en tant qu'entrepreneur. J'avais agi sur le marché du care management que j'ai contribué à défricher, on va dire. C'est toujours un chantier. Et là, j'ai rejoint depuis 2 mois une boîte qui s'appelle Merci Prosper, qui est également en création et qui attaque un chantier assez fat de monétisation du patrimoine immobilier pour que les personnes de plus de 65-70 ans puissent financer des envies, des projets ou des besoins contraints qui sont par exemple contraints par le vieillissement, la perte d'autonomie, mais enfin peu importe, retrouver du liquide en cash grâce à son bien immobilier. Et tu as dit, Benjamin, beaucoup sont propriétaires. Donc il y a des choses à faire, et ça fait la transition avec ce que je voulais aborder, c'est que quand on veut agir dans le secteur de la Silver Eco, en fait, on a l'opportunité de travailler à un niveau micro sur des solutions de monsieur et madame Intel, 85 ans ici, madame Intel, 72 ans ici. Mais aussi, on contribue de manière assez large au niveau macroéconomique à des enjeux qui sont très forts. Et notamment les enjeux alors finalement, je vais pas trop en parler parce que Benjamin, tu as vraiment bien résumé le truc, mais c'est les enjeux de la société française face au vieillissement de sa population. Et c'est quelque chose qui est majeur, que j'ai parfois comparé à une vague, un peu comme la vague de l'écologie. Et en fait, c'est très bien qu'un certain nombre d'entre nous et d'entre vous qui nous regardez se posent la question, parce qu'il va falloir vraiment apprendre à la surfer, sinon on la prendra dans la tronche. Et pour la surfer, c'est tout un ensemble d'initiatives qu'on peut porter, mais aussi l'organisation collective. Donc la filière Silver Eco est là aussi pour aider à structurer et faire le lien entre les entrepreneurs et les politiques, politiques desquelles on peut pas tout attendre, et j'en suis sûr, mais qui ont aussi une responsabilité d'animer, d'activer, de lancer les grandes lignes, et pourquoi pas d'activer certains financements. Mais je répète encore une fois, on pourra pas tout attendre, quoi. Donc Philippe Bas, qui était un des premiers secrétaires d'État en charge de l'autonomie des personnes âgées, parlait de tsunami gris. Donc la vague, elle est quand même, faut être bon surfeur, quoi, pour surfer cette vague. Ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur. Et c'est la maison brûle. C'était un petit peu l'image forte pour dire il faut bouger, quoi. Ouais, mais en réalité, alors les chiffres sont à prendre en fonction des perspectives sur lesquelles on regarde. On peut en avoir peur ou pas, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à faire. Et en fait, on va se retrouver beaucoup dans cette France, et avec une catégorie de personnes qui va avoir des comportements qui changent, soit parce qu'ils sont plus dans le marché de l'emploi, soit parce qu'ils ont des besoins d'aide ou d'assistance d'un point de vue physique ou d'un point de vue cognitif. Et ça, il faut s'y préparer collectivement. Donc la grande chance des entrepreneurs de Silver Eco, c'est d'avoir l'opportunité d'agir localement,
d'avoir l'opportunité de gagner leur vie grâce à un service qui est utile et puis utile plus largement à la société. Donc c'est un très bon choix si vous vous orientez là-dedans. J'aurai d'autres recommandations après à un niveau plus au niveau de votre entreprise. Petit teasing, les vieux sont des clients comme les autres et il suffit pas de bien les aimer pour en faire un business qui fonctionne. Donc j'aurai quelques tips pour vous après. Ça, ce sera la partie plutôt micro, c'est ça? Ouais, exact. Ok, on passe la parole à Romain. Romain, tu t'occupes de plein de choses dans le domaine de la silver economy au sein de la GDG mondiale et plus largement Agir Carco, mais également vice-président ou coprésident de l'organisme d'intérêt régional Silver Economy en région sud. Moi, j'aimerais que avec ton expertise, que tu puisses nous donner les points clés à travailler pour finalement entreprendre et bien entreprendre en matière de silver economy. Grosso modo, allez, comment dire, le schéma pour se lancer sur ce secteur. Peut-être que tu n'as pas des erreurs, des choses à ne pas faire ou des choses à faire. Je n'ai pas les éléments de réponse, mais je t'écoute avec impatience. Merci Jérôme. Alors, j'ai eu la chance, comme plusieurs d'entre nous autour de la table, de voir à peu près 1200 projets entrepreneuriaux dédiés au bien-vivre, à la silver economy, en 15 ans, et aussi d'avoir été vacataire pour l'université pendant quelques années sur les formations professionnelles et qualifiantes. Et la question que je me suis posée en préparant cette interview, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas, parce qu'on peut pas tout traiter aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas au moins 3 points clés à travailler, quelques tips à donner pour des étudiants qui voudraient se former, ou pour des jeunes, ou pour des intrapreneurs qui voudraient entreprendre dans la silver economy. Ça va faire écho à ce qu'on dit Benjamin, ce qu'on dit Victor, et ce qu'on entendra sûrement tout à l'heure. Premier point, faut savoir exprimer clairement le problème que l'on veut résoudre. Aujourd'hui, je veux aider 16 millions de retraités, je veux aider 11 millions d'aidants. Ce n'est pas une solution entrepreneuriale et c'est pas un problème à résoudre. Donc, sachez dire, lors de votre process de création d'entreprise ou de projet, quel est le problème que vous voulez résoudre et comment? À quoi votre solution va servir? Faciliter la vie des gens, c'est une ambition. C'est un sacerdoce, mais c'est pas une offre entrepreneuriale. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service. Donc, sachez l'exprimer clairement. Ça paraît anodin de dire ça, mais dans tout votre parcours, quand vous allez vendre votre service à un client, quand vous allez vendre votre service à un investisseur, quand vous allez chercher un distributeur, si vous n'êtes pas capable d'exprimer clairement à quoi sert votre solution, ça ne fonctionnera pas. Armel le dira tout à l'heure, il a su exprimer très très vite quand on s'est rencontrés au démarrage de société à quoi ça servait. Une fois qu'on comprend tout de suite à quoi sert la solution, on rentre dans les autres discussions, le business, le modèle économique, la distribution. Mais encore une fois, allez, sur les 1200 projets entrepreneuriaux qu'on a pu voir dans les équipes, il y en a plus d'une bonne moitié qui n'étaient pas capables d'exprimer clairement à quoi servait leur solution. Ça nous a frappé, mais c'est aujourd'hui la réalité. Donc, je le redis, le premier sujet, c'est exprimer clairement à quoi on sert et exprimer clairement à quoi on sert, mais surtout quel problème on va résoudre. Parce que assez souvent, on peut avoir un service, mais quand on creuse le problème, qu'est-ce qu'on peut résoudre? Si on n'arrive pas à définir le problème qu'on veut résoudre, il y a peut-être un problème sur la solution qu'on veut mettre en œuvre. Voilà. Deuxième point clé que je pourrais aborder, c'est savoir bien connaître son ou ses clients. Encore une fois, on va me dire, mais c'est évident, bien connaître son ou ses clients. Victor l'a un peu dit tout à l'heure, mais il n'y a pas un persona type de 16 millions de retraités en France qui a le même besoin. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, alors là, je remonte dans les chiffres, j'ai regardé tout à l'heure, j'avais pas fait 1200, mais j'en ai repris une cinquantaine. 95% des dossiers entrepreneuriaux qu'on voit aujourd'hui arriver dans nos équipes ont les 2 chiffres de 16 millions de retraités, 11 millions d'aidants, entre la première et la troisième slide. Voilà. Mais sauf que ça, c'est pas un client. Ça, c'est une tendance sociétale. Mais ce sera jamais un client. Donc, bien connaître ses clients, c'est déjà aller leur parler. Aller voir vos clients. C'est savoir, ça a été dit tout à l'heure, votre client ne sera pas votre maman ou votre grand-mère, suivant l'âge que vous avez. De nombreux entrepreneurs créent une solution pour leur grand-mère, puis vont la tester sur les 20 ou les 30 copines. Ça a de la valeur. Attention, ça a de la valeur, ce premier parcours de test et à itérer sa solution. Par contre, il faut être conscient que ce ne sera pas votre client demain. Et aujourd'hui, pour connaître son client, il y a plein de choses que vous devrez faire dans votre parcours entrepreneurial. Et ce sont des dispositifs qui ont chacun leur valeur, qui est complémentaire. Une vraie étude de marché, dans le projet entrepreneurial, il faut faire une vraie étude de marché à un moment. Un test en Living Lab, ça peut être intéressant. Un focus group,
ça peut être intéressant. Ils n'ont pas évidemment la même valeur. Par contre, ne passez pas à côté. Combien perdent leur temps à ne pas parler, à ne pas connaître leurs clients? Jérôme a utilisé 2 mots et Benjamin, ils ont utilisé à bon escient, mais je vais revenir tout à l'heure dessus. C'était les mots besoin et envie. Un besoin et une envie, c'est pas la même chose. Un besoin sur la population senior, c'est souvent exprimé par un tiers, sachant, et vous, assez souvent d'ailleurs médecin ou du corps médical qui va vous dire cette personne a besoin d'eux, ou son aidant va vous dire cette personne a besoin d'eux. Mais si c'est votre client, la personne âgée, de quoi elle a envie? C'est pas la même chose. C'est parce que si vous essayez de lui vendre un service dont elle a besoin mais qu'elle n'a pas envie d'acheter, vous ne le vendrez jamais. Et peut-être que vous allez susciter, grâce à votre produit et votre service, vous vendre quelque chose dont elle n'avez peut-être pas besoin, mais finalement ça lui fait envie, et après on peut découvrir un besoin. On a quand même des produits technologiques, ça. Qui nous aurait dit il y a quelque temps qu'on avait besoin d'un iPhone? Alors, oui, ça fait vieux, mais on n'a que 40 ans quand même autour de la table. Mais qui nous aurait dit qu'on en aurait besoin d'un iPhone? On ne savait pas. Donc voilà, distinguez bien besoin, envie, sachez vraiment écouter les personnes, et en plus ces 2 sujets sont liés. Vous exprimez votre solution clairement, et vous connaissez bien votre public. Prenez du temps pour aller parler à vos clients. Prenez du temps pour aller tester aussi rapidement votre solution sur le marché. Ça sert à rien d'avoir la meilleure solution possible si vous l'avez jamais testée. On voit des startups, des projets qui sont portés par des entrepreneurs plutôt du milieu de la recherche qui pendant des années créent un produit et ne vont jamais le vendre à un client. Et quand elles arrivent sur le marché des clients, peut-être qu'il y a d'autres solutions ou un détournement d'usage, une autre solution qui a répondu au même problème. Donc voilà. Troisième concept, troisième point clé qui peut paraître aussi évident, mais ça va toujours mieux en le disant. C'est sur ce marché-là, et qui est très particulier, ça a été très bien dit avant, c'est un marché qui se définit par son client, c'est un marché aussi large, c'est un marché d'une transition sociétale. Il faut connaître les différents modèles économiques et il faut connaître les particularités du marché. Une des particularités de ce marché du bien vieillir, c'est que votre client n'est peut-être pas toujours le bénéficiaire de votre service. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un service qui correspond bien aux enjeux, aux besoins d'une population, à ses envies, à ses habitudes, mais que votre client, il va falloir lui expliquer pourquoi il devrait vous l'acheter. Et si votre client n'est pas votre bénéficiaire, ça vous demande aussi d'avoir un discours adapté à votre client. Pourquoi je dis ça? Votre client peut être une caisse de retraite, une collectivité locale ou autre. Deuxième solution, c'est savoir qui est prêt à payer pourquoi. On voit toujours, on avait créé avec Silver Valley, avec Benjamin il y a quelque temps, on voulait créer ce qu'on appelait un paying lab, c'est-à-dire en dehors d'un living lab, c'était de se dire, on confronte des seniors à des offres, nous on l'a fait après plus tard chez G2R sous une autre forme, et on leur dit, ce service vous plaît, ce produit-là vous plaît, oui, mais vous le paieriez combien? C'était vous qui le paieriez. Et là, attention, c'est assez fascinant pour un entrepreneur, les réponses qu'il peut y avoir, donc confrontez-vous vite à cette cible-là. Et enfin, sachez aussi assez vite si vous voulez aller vendre directement des produits retraités ou si vous voulez les distribuer par des tiers. Votre business model ne sera pas le même, la construction de votre entreprise ne sera pas la même dans ce cas-là. Et ça sont des sujets, voilà, Victoire l'a bien connu dans son parcours entrepreneurial, ce sont des sujets sur lesquels on peut rebondir, on peut itérer, on peut se tromper, mais il faut savoir aussi être conscient des limites. On a vu dans les dernières startups un peu pépites là qu'on a tous identifié, une startup faire ce qu'on aurait tous dit il y a quelques années qui n'était pas possible, vendre de l'activité physique adaptée à des seniors en ligne. Mais comment elle l'a fait? Elle n'a pas fait pendant 3 ans. Elle a pas fait pendant 3 ans le meilleur produit du monde. Dès qu'il y a eu le premier embryon de produit de service entrepreneurial, distribution en ligne sur quelques clients et échange avec ces clients-là et création de communauté. Donc voilà, confrontez-vous au marché mais avec une vision réaliste du marché, ce que je dis toujours, et ce qui est paradoxal dans la silver economy, on a souvent beaucoup d'émotions dans dans la construction de l'offre, c'est-à-dire je veux sauver le monde, je veux aider les personnes âgées, et une réalisation que je vais appeler un peu froide, là où la limite, on attend autre chose dans la silver economy, c'est-à-dire une conception un peu froide basée sur des métriques, des analyses sur les coûts des gens, et après une réalisation très chaude dans la relation et avec une vraie qualité de service. Donc voilà, profitez pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller dans un parcours entrepreneurial et de formation. Voilà, pensez à ces 3 points clés. Il y a des millions d'experts autour de la table qui pourront en dire d'autres. Mais voilà, en 10 minutes, voilà, ça peut paraître des évidences et on sait tous autour de la table que ces évidences, sur 90% des porteurs de projets, on n'a pas de réponse claire à ces 3 points précis. Merci. Merci Romain. Je crois que tu es tu as une autre réunion qui s'enchaîne, donc tu peux rester avec nous le temps que tu peux. Mais moi j'avais prévu quelques golden rules, règles d'or pour parler anglais, à la fin à partager avec vous. Et la deuxième, c'était votre grand-mère n'est pas le marché. Le nombre d'entrepreneurs qui arrivent en disant ma grand-mère FSI, elle a besoin de ça. Alors
il y a ce constat de départ ou le storytelling. Vous avez le droit de le faire dans le storytelling quelque part. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent ça en avant sur le storytelling, mais en ayant fait cette analyse effectivement. Et le secteur et beaucoup de gens aussi arrivent sur le coup des 40-50 ans en se disant j'ai envie de changer de vie, je me reconnais pas en tant que salarié dans mon entreprise, j'ai envie de faire quelque chose d'utile, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah tiens, le secteur des personnes âgées, j'ai envie d'aider les personnes âgées. Donc qui arrivent avec plein de bonnes intentions, mais qui ne font pas cette démarche que tu as décrit, Romain, et qui se retrouvent mais avec une déception énorme quand finalement on est confronté à certaines réalités de terrain. Et ça, il faut faire très très attention à ne pas créer de la déception. Donc les métriques qui sont valables dans n'importe quelle industrie quelque part sont également valables sur le secteur des personnes âgées, du vieillissement de la population, avec une deuxième règle d'or. Allez, je le parle tout de suite, je le dis tout de suite, parce que pour contrebalancer cette balance, on pourrait nous prendre pour les ultra-libéraux du secteur là depuis tout à l'heure. Non, no éthique, no business, c'est la deuxième, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une logique d'éthique qui est très très forte dans notre secteur, et s'il n'y a pas d'éthique, il y aura pas de business. Donc Et sur ce point, j'aimerais réagir. Je l'ai pas dit parce que comme je ne suis pas présenté, je suis allé tout de suite directement au point. Mon métier, c'est l'action sociale d'une caisse de retraite. Donc on peut. Et si je parle pourtant de ces bons conseils et que je peux donner un projet entrepreneurial, des fois porté par un acteur de l'ESS, une association, une entreprise, c'est pas pour dire allez faire du business, gagner de l'argent, gavez-vous sur les vieux. C'est pour dire non, si vous avez la chance d'être à la tête d'une structure qui survit, sur laquelle vous pourrez payer vos salariés, vos interventions, il faut se poser ces bonnes questions-là. Donc voilà, merci d'avoir fait ce rappel sur l'éthique parce que je l'aurais oublié sinon, mais voilà, je le partage. C'est souvent ce qu'on a comme ADN de base qu'on oublie de préciser dès le départ. Merci Romain. Armel, Familéo, créé en 2015, Saint-Malo, Barcelone, Boston, what else? Tu nous appelles d'où, Armel? T'es en décalage horaire ou t'es à Saint-Malo? Non, salut Jérôme, bonjour à tous, je suis à Saint-Malo. Saint-Malo. Ouais, je suis rentré, exactement. D'accord. Allez, le petit pitch de 30 secondes, pas plus, sur Familéo. Le chrono est en marche. Bon, Familéo, écoute, c'est quoi? C'est une application mobile qui permet de recréer du lien entre des petits-enfants connectés et des grands-parents qui ne sont pas forcément. Donc ça fonctionne comment? Voilà, moi, petit-fils, je sais plus trop comment on met une lettre dans une boîte aux lettres, mettre un timbre sur une enveloppe, c'est compliqué. Je communique avec ça en permanence. Et ma grand-mère, elle aimerait bien recevoir justement ces lettres et ces cartes postales qui lui faisaient tant plaisir. Donc Familéo, c'est quoi? C'est le lien entre une application mobile qui consiste à simplement permettre à des petits-enfants d'envoyer des messages comme WhatsApp. Et tous ces messages vont automatiquement se retrouver sous la forme de cette petite gazette, voilà, avec tous les messages de tous les membres de la famille automatiquement mis en page. Voilà, ça y est, mon pitch de 30 secondes est terminé. En gros, notre créneau, je dirais, c'est l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Voilà, et tout est là. Et l'amour étant un pilier du bien-être personnel, et notamment dans le bien vieillir, on se dit qu'on a un rôle à jouer auprès des seniors. Et c'est pour ça qu'on est acteur de la silver economy et qu'on est très fiers d'être dans cette industrie, comme disent les Américains, parce que c'est plein de sens. Et je rebondis sur ce que Romain. Alors, tu as peut-être une question ou j'enchaîne tout de suite? Non, vas-y. Non. Alors, je rebondis sur. Ah, mais je suis sans bouche bée là. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Tu nous as tous couchés. Ouais, ma femme me le dit tous les jours. On boit tes paroles. Ouais. Comment je peux savoir que tu m'aimes si tu me le prouves pas, quoi? Voilà. Qui n'a pas été confronté à ça? Non, blague à part, moi je m'inscris complètement dans ce qui a été dit juste avant. On est des entrepreneurs et effectivement entreprendre c'est pas simple. Et si on veut entreprendre dans la Silver Eco pour rentrer dans la Silver Eco parce qu'on trouve que c'est bien ou parce que parfois on l'a entendu dans les médias, l'Eldorado de la Silver Economy, je pense qu'on fait fausse route. Romain, tu as été voilà, rien n'est dire parfait quand tu dis quel est le problème qu'on veut résoudre. Moi je suis complètement en phase avec ça et c'est comme ça qu'on a construit Familéo. Familéo, quand on est parti d'une idée qui était celle de recréer du lien entre les générations, c'était mon associé Tanguy, qui a eu l'idée de faire quelque chose pour permettre à sa grand-mère de recevoir des nouvelles de ses petits-enfants de manière simple. On est d'abord allé voir des professionnels du grand âge, on est allé voir des directeurs d'EHPAD, on est allé voir des gériatres, on est allé voir des animateurs, on est allé voir plein de gens qui nous ont
permis de construire notre projet. En fait, on est allé voir des gens légitimes et compétents. Et ça, c'est vraiment, selon nous, la clé d'un succès potentiel pour une entreprise, c'est d'abord d'aller voir des gens légitimes et des gens compétents. Ça sert à rien d'aller voir ses potes, ça sert à rien d'aller voir des amis qui veulent que vous réussissiez et donc qui vont vous dire que votre projet il est génial, tout simplement parce qu'en fait, comme ils veulent que vous réussissiez, ils vont vous dire ah ouais c'est bien, t'as raison, je te vois bien là-dedans. Mais en réalité, c'est pas pour ça que vous allez avoir des clients. Effectivement, ma grand-mère n'est pas forcément mon client. Donc ça, complètement en phase. Et c'est vrai que, comme on le dit, la Silver Eco, elle est, oui, protéiforme. Il n'y a pas un seul type de client. Donc, allons voir du monde. Et puis, nous, on doit être humble par rapport à Familéo. Certes, il y a eu une idée, certes, il y a eu de l'exécution, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas venues de nous, qui sont pas venues de nos petits cerveaux malades et qu'on a tout créé. Non, on a été largement aidés. Et là aussi, aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, je leur dis, mais allez voir des gens comme Victor, qui était directeur d'EHPAD, donc qui a priori assez légitime pour savoir comment ça fonctionne dans un établissement, pour pouvoir travailler votre prix, pour pouvoir travailler le mode de fonctionnement de votre solution. Est-ce que vos équipes, les équipes en EHPAD, auront le temps, la bande passante par exemple, pour passer, pour faire votre projet. Nous, ça a été un vrai sujet, hein. Quand on a lancé Familéo, on a commencé en B2B, donc auprès des maisons de retraite. Depuis, on s'est lancé en B2C pour les particuliers. Mais quand on a commencé, les mecs nous ont dit, il y a une histoire de prix, c'est vrai, mais il y a une histoire de bande passante. Moi, mes équipes, donc ça c'est un directeur d'EHPAD qui nous disait ça, il nous disait, mais moi, mes équipes d'animation, c'est pas des responsables d'animation et de communication. Ils sont là d'abord pour le bien-être des résidents. Donc si vous nous faites une solution super de communication, mais qui prend du temps, et que ce temps-là, je ne l'ai pas pour mes équipes, alors ça sert à rien. Et donc, faites un truc simple. Cherchez pas à faire quelque chose qui fait papa-maman, un arbre de Noël, où il y a des tas d'options tech en permanence qui, en fait, ne seront pas utilisées. Allez droit au but, répondez aux problématiques auxquelles vous voulez répondre, et déjà, ça sera très bien. Parce que c'est vrai que la Silver Eco, c'est peut-être un peu parfois je dirais pas le parent pauvre, mais quand on s'est lancé, il y a à peu près 10 ans, on n'était pas très nombreux. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets, d'innovation, d'initiatives, et c'est chouette. Mais pendant des années, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les résidences autonomie ou autres, ont un peu été les parents pauvres de l'innovation. Donc ça, c'était bien de l'avoir en tête. Voilà. Après, effectivement, l'autre conseil, je sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est toujours de garder cette proximité avec le terrain. Les militaires disent le terrain commande. Ça, c'est quelque chose qui nous parle. Vous avez beau avoir une idée merveilleuse, si derrière il n'y a pas de marché, ça sert à rien. Si vous n'allez pas tester votre solution sur le terrain, eh bien, ça sert à rien. Et là, vous voyez, nous, on a un exemple en ce moment qu'on vit pas mal. Alors, on rencontre du monde, on discute avec pas mal de gens, et à chaque fois que ça loupe pas, en ce moment, on nous dit, ah les mecs, l'IA. Quand est-ce que Familéo, vous faites de l'IA? Parce que ça serait quand même super pour permettre de remplir les gazettes automatiquement. Les mecs, c'est l'avenir, quoi. Et là, en fait, on est là, mais on dit, mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est ça l'ADN, par exemple, de Familéo? Est-ce que c'est, alors ça nous ferait marrer? Peut-être, techniquement. Nous, on a j'ai une quinzaine de développeurs avec Tanguy. Oui, travailler sur de l'IA, techniquement, ça serait intéressant. Derrière, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que c'est l'ADN de ça? Est-ce que une petite grand-mère serait heureuse de découvrir que les messages envoyés par ses petits-enfants ont été générés par une IA? Donc, en fait, toutes ces questions-là, il faut vraiment se les poser en amont parce qu'il ne faut pas faire de la techno. Pardon? Ouais, juste Armé, si je peux me permettre. Cette question sur l'IA, c'était exactement la même question il y a 10 ans quand tu as créé Familéo. Mais pourquoi vous lancez une application pour générer du papier Vous croyez franchement que les personnes âgées, dans 10 ans, elles vont utiliser du papier pour prendre des informations sur leur famille? Donc, il y a le monde de la tech qui aspire à des choses, puis il y a le monde du concret, de la terre, quoi, qui lui te dit non, la tech c'est bien peut-être, mais avant ça, il y a des choses plus simples et qui sont peut-être plus utiles. Et franchement, à mon avis, c'est ça le pari de Familéo. C'est que vous avez réconcilié des usages qui étaient a priori complètement antinomiques, ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas, par le biais de l'amour et de la famille. Et je pense que l'IA, tu as le temps d'y penser.
Enfin, t'as le temps d'y penser. Exactement. Ouais, Merci. c'est très vrai. Tu avais terminé, Armel, sur. Oui, oui, écoute, alors moi je peux continuer pendant des heures, hein, mais il faut Tu savoir pourras m'arrêter de temps intervenir. en temps. Pour la petite histoire, pendant que tu intervenais, moi j'avais mon micro coupé. Il y a quelqu'un de l'équipe Reda qui est parti depuis chez elle, me faisait comme ça, parce qu'elle vous voyez la partie studio, mais là il y a la partie équipe de l'autre côté. Et donc j'avais le micro coupé. Et j'ai fait bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait bah, ma grand-mère là et tout, on lui envoie tous les mois des choses, c'est génial quoi. Donc voilà. Alors je lui ai dit non mais viens devant la caméra, tu vas faire une intervention pour expliquer ton cas. Elle fait non, elle a pas voulu, elle est partie. Donc voilà, au niveau de l'équipe Redac Don Medio, on a Silver Echo, on a des abonnés familiaux. Je savais pas, je l'ai appris à l'instant. Tu nous feras une petite remise. Merci, pour ma c'est sympa, évidemment. Bah, tu sais, on est tellement pas cher. C'est ça. Ah, elle m'a même pas parlé du prix, donc comme quoi. Victor, on a fait un petit teasing tout à l'heure. On a parlé de la partie macro, enjeu sociétal, enjeu pour les sociétés, l'enjeu pour l'écosystème. Alors sur le plan micro, si on fait voire un gros zoom sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce point? Sachant qu'il y a un chat, vous pouvez poser des questions si vous avez des idées de création. Alors, nous dévoilez pas les idées peut-être magiques, mais si vous avez des idées de secteur, de création d'entreprise dans le secteur du bien vivre, de la silver economy, n'hésitez pas à les mettre. Vous avez la chance d'avoir quelques experts dans le tour de table. On peut vous faire une petite étude de marché en direct en réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Victor, le côté micro, si on fait un zoom sur les entreprises. Oui, alors en fait, du coup, comme tout a été dit depuis tout à l'heure là-dessus, je veux pas répéter. Non, mais je veux pas répéter ce qu'ont bien dit les uns et les autres. Moi, je voulais dire qu'il fallait partir d'un problème, que voir s'il y avait un marché, et qu'après on parlait de solutions, et que quand on avait trouvé une solution, il fallait rapidement aller sur le marché pour la confronter, et que ça, c'est une démarche d'entrepreneur, qu'on soit de la Silver Echo ou pas. Et que ensuite, et là je vais raccrocher à mon expérience précédente, il fallait, si on avait tout ça, trouver quand même un modèle économique. Moi, je me suis rendu compte avec mon service qui s'appelait les autonomies planeurs, qu'il y avait un problème que j'avais bien identifié quand j'étais en EHPAD. Les gens rentraient en EHPAD alors qu'ils auraient pu rester chez eux parce qu'ils étaient mal organisés, que les aidants ne savaient pas comment faire. Il y avait un marché, je l'ai très vite vu, et j'ai une solution que j'ai mis un peu de temps à lancer, mais bon, on va dire que je m'en suis pas trop mal sorti pour ce que je l'ai fait tout seul. Mais en fait, j'ai à un moment donné cru que j'avais trouvé le truc et j'ai voulu développer. Et alors, il y a des explications dans lesquelles je pourrais rentrer plus tard, mais enfin ou un autre jour. Mais j'ai voulu commencer à développer un réseau, alors que mes indicateurs et mes KPI, c'était pas les bons. C'était pas combien j'ai de clients, combien de temps je mets pour les servir, est-ce que je suis rentable. Et je me basais sur des indicateurs de un peu plus d'intérêt qui n'étaient pas sur les bonnes personnes. Par exemple, j'avais énormément de gens qui me disaient mais ce métier c'est génial, j'aimerais le faire. Je me suis dit bah, c'est cool, je vais développer un réseau de gens qui vont le faire. Sauf que ce réseau de gens qui veulent le faire, eh bien à terme n'arrivaient pas eux-mêmes à vendre cette solution. Et en fait, on s'est retrouvé coincé pour un problème de modèle économique. Donc, faut pas faire l'impasse, même s'il y a qu'on résout un problème avec une solution qui a du sens, que on est sur un marché où potentiellement il y a un intérêt. Si les gens sont pas prêts à l'acheter, ou si on s'adresse pas aux gens qui sont prêts à l'acheter, ou si on n'est pas assez bon en communication B2C pour le faire, ou si on n'a pas trouvé les bons canaux de partenariat B2B pour le faire, eh ben in fine ça va pas marcher. Donc c'est pas pour être déprimant, mais c'est pour bien rappeler à tout le monde que le modèle économique c'est important de le trouver, parce qu'il y aura toujours plein de gens pour vous dire que c'est bien, clients, partenaires, potentiels professionnels qui veulent intégrer le sujet. Et moi, je me suis un peu pris ce mur-là. J'ai énormément appris. J'ai même appris à reconnaître quand il y avait un problème. Et puis donc, j'en ai tiré des conséquences. Et ça ne veut pas dire que ce problème auquel j'ai été confronté sera jamais résolu, mais qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout seul. Ce que j'ai fait moi en rejoignant le groupe WeCare avec cette idée. Et le groupe WeCare, avec les reins qu'il a, va pouvoir le mener à terme. Donc, il faut trouver aussi les bons alliés, les bons partenaires. Il faut se connaître. Voilà. Donc, là, je parle vraiment d'un point de vue j'essaie de faire un retour d'expérience très sincère sur ce que j'ai pu vivre.
parce qu'en fait, même quand ça a l'air de marcher, il suffit qu'il y ait un truc qui marche pas, et ce truc-là, quand ça s'appelle modèle économique, c'est un peu emmerdant. Donc posez-vous bien ces questions-là, et ça n'empêche pas de pour le prouver, je suis assez d'accord qu'il faut aller, en fait, le confronter tout simplement. La solution vient pas forcément des autres, elle vient principalement des gens qui payent. Et donc, c'est bien de le confronter assez vite, ça. Allez, on rebondit sur où est-ce que j'ai noté ça tout à l'heure? L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Toi, qu'on a préparé ce rendez-vous, cette conférence, tu me disais, je sais pas si aimer ses clients, c'est un prérequis dans le business, mais bon, ça aide. Est-ce que tu peux Oui. préciser Mais ça? en fait, quand je dis aimer ses fais clients, pas, en fait, on n'est pas forcé. On n'est pas forcé dans tout business d'adorer ses clients, quoi. On peut non. vendre des Porsche et pas aimer les conducteurs de Porsche. Euh, Explique-nous. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est une question que je pose en disant ça, et c'est pas une affirmation. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faut être absolument touché par les personnes âgées pour se lancer dans cet écosystème. En revanche, quelqu'un qui en aurait rien à foutre aurait peut-être un peu de mal à être lui-même en tant qu'entrepreneur dans une certaine longévité, parce qu'en fait, in fine, on est face à un public qui demande de l'attention, alors c'est difficile à exprimer, mais à la fois pour le connaître, pour le comprendre, et pour aimer passer du temps avec lui, pour continuer à toujours le comprendre, je pense que c'est important. Au-delà du sens qu'on veut mettre soi-même dans son activité, au-delà de l'éthique qui est hyper nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est pas un marché dont la clientèle est vraiment comme les autres. Et donc, je voudrais, c'est pas une condition suffisante d'aimer ses clients. Et malheureusement, il y a plein de gens qui sont venus là avec de belles intentions et qui sont un peu cassés les dents d'un point de vue entrepreneur. Ils ont peut-être fait des belles choses pour eux ou pour quelques personnes, mais voilà. Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que je suis prêt à passer ma vie avec des gens qui vont aussi de temps en temps m'appeler, me faire passer du temps, qui est pas du temps nécessairement perdu, mais qu'on n'avait pas forcément prévu de passer. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. J'ai pas une Moi, je suis affirmation. d'accord, hein. Je pense Et que quand même. ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Jérôme, je pense que le vendeur de Porsche, il doit quand même aimer les conducteurs de Porsche, un peu. Euh, Tu vois, sinon, il sera peut-être pas très bon vendeur de Porsche. Je pense que c'est quand Exactement. même valable sur beaucoup de sujets. Donc, C'est la première idée qui m'est passée par la tête. Elle n'est pas forcément bonne, ouais, hein. non, mais non, mais mais même sur plein d'autres sujets. Enfin, le gars le boucher, je pense qu'il doit aussi aimer ses clients. Oui, pas trop quand même. Bon, Et y compris le monde du bâtiment, on y reviendra, mais et dans le monde du bâtiment, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est ce qu'on aime, on le fait bien. Alors après, effectivement, là aussi, dans la silver economy, on est, comme on le disait, on est hyper protéiforme parce que, regardez, enfin, je vais pas tout ramener à Familéo, mais nous, nos clients, c'est qui? Nos clients, en réalité, c'est des jeunes générations. C'est ceux qui souscrivent à Familéo. On s'adresse plutôt à des gens qui ont entre 25 et 45 ans, 50 ans. C'est d'ailleurs plutôt eux qui souscrivent. Ou alors des professionnels en EHPAD ou autre. Les bénéficiaires, par contre, sont des personnes âgées. Donc, quelque part, on travaille énormément pour des bénéficiaires âgés. On fait les gazettes comme il faut, on travaille énormément le design pour que ça réponde à leurs besoins et à leurs attentes. Et en parallèle, on fait aussi pour des jeunes générations qui vont utiliser. Donc nous pour le coup, on est très très large, on touche un peu tous les âges. Mais il faut qu'on les aime, il faut en tout cas qu'on les écoute. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de tests, on fait beaucoup de rencontres avec des professionnels, avec des personnes âgées, mais aussi avec des jeunes. Et j'ose à croire que les équipes chez Familéo aiment ces gens-là, parce que sinon, on le ferait probablement mal. Et si d'ailleurs on aimait que les personnes âgées et qu'on ne s'intéressait pas trop aux jeunes, on aurait une appli qui serait dégueulasse, qui répondrait pas aux codes et aux standards aujourd'hui attendus sur les différents OS. Et donc, on ne serait pas équilibré. Benjamin. Si je peux me permettre de réagir, il y a une très belle phrase d'une professeure en marketing à l'école de management de Grenoble qui s'appelle Valérie Chanel. Cette phrase-là, moi, je l'ai apprise il y a déjà 15 ans, mais je pense qu'elle est encore valable et encore plus dans notre secteur d'activité peut-être aujourd'hui. Elle dit que les mystères d'un marché, c'est une combinaison harmonieuse, entre la rencontre de la demande suscitée par une offre et le tout dans un réseau de distribution le plus efficient possible. Là, je viens de citer des mots qui sont clés. L'offre, la demande, le réseau de distribution.
Et ce que dit Armel et ce qu'on dit Victor, c'est vraiment vrai aujourd'hui. Ça l'était peut-être moins vrai il y a 10 ans, c'est peut-être encore moins vrai il y a 20 ans parce qu'il y avait moins de seniors. Il y avait moins, les seniors étaient moins présents dans nos vies, on en prenait peut-être moins, il y avait moins d'importance, moins de centres d'intérêt. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer de la désirabilité. C'est exactement comme dans une rencontre amoureuse. Si vous arrivez, vous êtes habillé comme un sagouin, que vous parlez mal, vous n'allez pas séduire la femme que vous aimez qui est en face de vous, et réciproquement d'ailleurs. Donc il faut être en capacité de donner du sens dans le produit que vous créez, mais du sens aujourd'hui, on nous demande plus que du sens, on nous demande de la croyance. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement dire ce que vous faites, il faut faire aussi ce que vous dites, et en plus de ça, il faut montrer que vous les aimez. Et ça, dans le marketing, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. La désirabilité, parfois, et je m'arrête là, Jérôme, c'est dans le marketing, c'est dans le packaging du produit, c'est dans les couleurs que vous choisissez, c'est dans la police que vous allez employer pour que votre produit, les bénéfices de produit soient lus. C'est la manière dont vous avez conçu votre site internet. Pourquoi faire un site internet dégueulasse, excusez-moi du terme, quand on s'adresse à des seniors, alors qu'on peut faire un site internet comme le fait d'ailleurs très bien Familéo, un design UX très bien fait, mais pensé pour des gens qui ont peut-être un peu de cataracte dans les yeux, voilà, et de dyslexie, etc. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est ça l'entrepreneur dans la silver economy. C'est quelqu'un qui le matin quand il se lève et quand il se couche le soir, parce qu'il s'arrête jamais, il a en tête que son public, son client, c'est quelque chose de très difficile à conquérir, et que pour le conquérir, il va falloir être très fort sur tous les plans, et en particulier sur cette capacité à être désirable. Si vous avez des questions pour les auditeurs qui nous regardent, il y a un onglet, tout à l'heure je parlais du chat, mais en fait l'onglet c'est discussion publique. Si vous voulez nous poser des questions ou nous fournir des idées sur lesquelles travailler ensemble en matière de Silver Eco et de bien vieillir. Tout ce que vous dites là, moi quand on était interviewé au tout début du lancement de la filière, je me rappelle, je vais sur France Inter un moment et le journaliste me dit c'était il y a 10 ans, j'étais un peu plus jeune. Et il me dit, mais vous êtes jeune, pourquoi vous intéressez à ce secteur, etc. Donc, moi, je faisais une réponse classique. Et très régulièrement, la réponse, l'autre question arrivait, ah ben, vous voulez faire du fric sur les vieux, etc. Donc, pas du tout ça. Donc, j'en avais marre d'avoir ce type de remarques journalistiques. Donc, à la radio que j'avais fait après, ou télé, je sais plus, le journaliste me repose la question, mais pourquoi vous vous intéressez à ce secteur et moi, je répondais, alors, par pur opportunisme et par pur égoïsme. Opportuniste parce qu'il y a une vraie opportunité qu'il faut savoir écouter, regarder. Égoïste pourquoi? Parce que si dans ce qu'on fait aujourd'hui, si on le fait vite, bien, de manière éthique, je vais revenir dessus, fournir un bon produit, un bon service, mais qui va en profiter demain? Moi. Donc le fait d'aller vite et bien et de surtout penser son produit et son service pour soi-même en tant qu'utilisateur demain, ça oblige à une chose, ça oblige à l'éthique et ça oblige à faire des beaux produits intéressants. Donc ça, c'est une des caractéristiques quand même assez fortes de la silver economy, ce côté éthique et effectivement quoi, penser les produits pour vous en tant qu'acheteur. Certaines personnes qui vendent des mauvais produits, je ne pense pas qu'ils se positionnent en tant qu'acheteurs de leurs propres produits. Et ça, effectivement, si vous rentrez sur ce secteur-là sans avoir cette logique-là, vous allez très très rapidement vous casser les dents. Jean-Philippe, j'ai pas raison? Pour résumer ce que tu dis, moi j'ai un de mes anciens patrons qui parlait d'altruisme par égoïsme. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir donner. Alors moi je parle d'égoïsme participatif. Voilà, oui, bon, c'est à peu près pareil. Mais dire que nous, société privée, de toute façon, ce qui nous fait vivre, tout simplement, c'est de pouvoir investir, innover, payer nos salariés. Et donc, investir dans un secteur comme la silver economy nécessite évidemment une notion d'économique. Par contre, évidemment, tout ce qui est éthique et amour et intérêt de l'humain, il est capital dans ce secteur-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre, je dirais, ce secteur si on ne comprend pas un écosystème très large de la personne âgée, certes, dans toutes ses phases, parce que, je dirais, Benjamin montrait l'analyse de adjuvance et qui me sert toujours, des 9 personas au profil psychosociologique. Ce n'est pas une cible monolithique. Qu'aujourd'hui, il y a 4 générations, que parfois, quand on va faire quelque chose de bien pour une personne âgée, il faut savoir qu'on peut faire quelque chose de bien pour un aidant professionnel ou familial. Et c'est vraiment presque cette vision holistique qu'il faut avoir quand on se lance dans les choses. Donc, effectivement, on peut faire du business dans le secteur des vieux, mais effectivement avec une bonne dose d'éthique.
et de compréhension des attentes des usagers. Donc peut-être le rôle de Saint-Gobain, ton action au sein de Saint-Gobain et peut-être l'action plus générale de Saint-Gobain au sein de cette transition démographique, cette filière économie. Même règle pour Saint-Gobain, hein, peu importe le nombre des années de l'entreprise. Hein, Saint-Gobain a combien, 130 ans, non 200 non, ans 365, ça a été créé. Ah, excuse-moi, j'ai arrêté de compter à 100. J'ai arrêté de compter à 130. Donc allez, 30 secondes, c'est pas parce qu'on a 300 ans qu'on a moins de 30 secondes. Je te laisse 30 secondes pour présenter quand même l'univers Saint-Gobain en termes de vieillissement de la population. La société ultra senior du CAC 40. Alors la bonne nouvelle, c'est que des boîtes du CAC 40 comme Saint-Gobain, Schneider, Legrand ont des divisions Silver Economy. Beaucoup de gens impliqués qui l'ont créé, c'est mon cas chez Saint-Gobain. Saint-Gobain, leader mondial de l'isolation des bâtiments, donc très impliqué sur la transition énergétique. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'on ne peut pas ignorer les grandes mutations et la transition démographique en est une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, alors on fabrique des matériaux, on en distribue aux professionnels du bâtiment. Moi, je passe beaucoup de temps avec les entreprises en ce moment, qui ne peuvent pas nier que demain, un tiers de leurs clients auront 65 ans et plus, que souvent ils seront des aidants, qui chercheront des solutions pour leurs parents, et que, alors, au-delà de solutions techniques, moi, je leur apporte beaucoup, effectivement, cette notion de comprendre les besoins de la personne âgée, pas tant en termes de technique. J'envoie un bon plombier, je ne vais pas lui apprendre à être plombier. Par contre, je vais lui apprendre à comprendre ce qui est important pour la dame. C'est peut-être un chantier mieux protégé parce qu'elle est seule chez elle et qu'elle ne pourra pas faire 10 fois le ménage ou qu'elle n'a qu'une heure d'aide à domicile par semaine. C'est de penser d'abord beau avant de penser fonctionnalité. Une grande erreur du bâtiment, ça a été de plaquer des aides du handicap. Donc tu parlais de désirabilité, on est en plein là-dedans. Personne n'a jamais fait d'effort en fait pour l'adaptation des logements. Et aujourd'hui, effectivement, on peut faire une très belle douche, très fonctionnelle. Et depuis 2-3 ans, on innove énormément sur les produits, tout en un, et on s'aperçoit qu'ils conviennent à toutes les générations. Hein, des produits, je dirais, qui à la base étaient conçus pour du handicap, des barres de maintien, mais qui intègrent de plus en plus de fonctions. Selon comment on les dispose. Je prends une barre de maintien, je la mets verticale, c'est une barre pour empêcher de tomber. Je la mets horizontale, c'est un porte-serviette, mais il tient bien au mur. C'est juste, en fait, de la sémantique, de la façon de parler des choses, et aussi de suggérer de nouveaux besoins de confort ou de sécurité dans un espace aussi trivial qu'une douche. Hein. Donc ça, c'est une grande partie de mon job. Le monde du bâtiment, en fait, aujourd'hui, alors bon, il y a des sommes colossales en jeu. On dit que c'est un des poumons économiques de la France, et en ce moment, il souffre beaucoup. Moi, je vois, en fait, les artisans, effectivement, voient un relais de croissance hein, dans cette... Ils ont mis du temps, mais en se disant, finalement, c'est un peu un marché contraint. Vous avez un tableau électrique qui casse ou une chaudière qui pète, vous êtes obligé de le changer. Et bien, aujourd'hui, 90% des seniors veulent rester chez eux, vivre, hein, et c'est logique. Ils ont leur proximité, leur service, ils ont leur boîte aux lettres pour recevoir la lettre de Familéo. Donc, en fait, ils ont une vie organisée. Et c'est à nous de les aider en la sécurisant. Donc aujourd'hui, on en est quasiment à l'an zéro. Le monde du bâtiment a toujours raisonné en termes de normes handicap. Là, on part un petit peu dans l'inconnu parce qu'il n'y a pas de normes, chacun est différent, chacun a une taille différente, une corpulence différente. Et arrive ce dispositif MaPrimeAdapt, alors que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi pour illustrer quand même une prise de conscience interministérielle de besoins, notamment dans le logement. Où aujourd'hui, effectivement, moi, depuis 12 ans que je suis dans la Silver, donc depuis 12 ans que je me bats, je fais partie des dinosaures, hein, on s'est tous connus à cette époque-là, le ministère de tutelle, c'était principalement le ministère de la Santé. On était dans le curatif, hein, on intervenait toujours après, la personne avait fait une chute, on va adapter sa douche si elle veut rester chez elle. Aujourd'hui, MaPrimeAdapt a permis effectivement, donc c'est une nouvelle aide hein, qui va aider notamment les populations modestes et modestes à faire des travaux, mais a vraiment une vocation préventive. C'est-à-dire qu'en fait, on veut rendre séduisante une offre avec des aides financières, plutôt pour une population qui arrive dans des âges de 70 ans, là où l'âge des travaux aujourd'hui, c'est plutôt 78-80. Donc l'idée, c'est vraiment de concourir à notre niveau du bâtiment dans de la prévention, plutôt que simplement venir compenser de la perte d'autonomie. Moi, j'en peux plus de ces sémantiques et de ces mots. Je ne parle plus d'aide technique, parce que j'ai une aide technique hein, pour l'Assemblée, c'est une canne, une loupe. Moi, quand on me parle de ça, j'ai l'impression que je vais chez le garagiste, quoi. Donc non, je ne suis pas une machine. Moi, je préfère parler d'aide de confort. Enfin, il y a effectivement aussi une façon d'en parler. Alors, pas infantilisante, pas en catégorisant, mais simplement, moi, j'aime bien parler de besoin de confort augmenté.
Donc, dire voilà, une douche, elle n'est pas forcément adaptée aux normes handicap, mais on peut rajouter tel point d'appui, mais qui peut être joli, qui peut avoir plusieurs fonctions. Beaucoup de rangement aussi, parce que ce rangement sera utile à la personne, mais aussi utile à l'aide à domicile ou à l'aidant familial pour ranger des accessoires de soins et ainsi de suite. Donc en fait, c'est presque une partition qu'on doit réinventer. Et ce qui est un peu déstabilisant dans le mode du bâtiment, c'est que c'est des ultra techniciens. Donc aujourd'hui, ils savent vous donner toutes les métriques d'une fenêtre, d'une pompe à chaleur, et puis c'est de la technique appliquée du bâtiment. Là, on a une énorme dose d'humain, avec quelques notions de psychogérontologie. Moi, j'avais fait bosser une graphiste pour faire une BD, hein, pour toutes les situations de chantier que j'ai vécues depuis 12 ans. Je les ai fait faire en BD rigolote, mais effectivement, pour dédramatiser le sujet, mais quand même faire passer les messages, où effectivement, il y a peut-être un peu plus de prévenance sur tout un tas de sujets. Par exemple, une personne âgée, et souvent c'est des dames qui vivent plus longtemps que les hommes, tout ce qui sera facile d'entretien, c'est toujours mieux pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle va continuer le plus longtemps possible à entretenir sa maison, et tant mieux, c'est bien pour le bien vieillir, c'est de l'activité physique comme une autre. On met en avant tout ce qui peut lui faciliter la vie. Donc, du carrelage, il y a des joints de carrelage, et ça, c'est une horreur à entretenir. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions de revêtement muraux, par exemple, qu'on entretient beaucoup plus facilement. Je ne vais pas rentrer dans un inventaire après-vert. Mais ce que je veux dire, c'est que même des secteurs comme dans le bâtiment, où on est souvent comparé à des maçons, parpaings et vis de 12 très techniques, on commence vraiment à s'intéresser. Pour finir, moi, par rapport effectivement à aimer ses clients, moi, ce que je dis aux artisans, je dis, bon, je ne vais pas nier que vous êtes tous des bons plombiers, des bons maçons, mais faites avec vos clientes de demain et vos clients comme vous feriez avec vos propres parents. Vous les entourez, vous les accompagnez. Là, c'est pareil. Il va falloir peut-être passer un peu plus de temps à expliquer les matériaux. Peut-être, si on est en plein été et qu'il fait très chaud, mais qu'on vous dit de garder les fenêtres fermées, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un petit chat, et le petit chat, c'est toute la vie de la grand-mère. Et donc ça, vous devez le respecter en allant chez elle. Pour finir, en fait, alors dans mon secteur, mais ça va dans beaucoup d'autres, on a souvent des personnes âgées, tout le monde a connu une Tati Daniel autour de soi. Donc il peut être détestable, et ça nous arrive dans le monde du bâtiment, qui est hyper exigeante. Par contre, les seniors, ça c'est ce que j'ai appris depuis 12 ans, sont également extrêmement reconnaissants et viraux. Quand ils sont contents, ils en parlent chez le coiffeur, ils en parlent, je dirais, au club de bridge, au club de marche. Et c'est un vecteur impressionnant de publicité. Donc vous imaginez demain si un tiers de vos clients, qui ont 65 ans et plus, sont votre porte-parole. Donc ça, effectivement, aimer son client, c'est important, parce que quand on a compris ça, ça économise des frais de pub. Mais voilà. Bon, en résumé, sans trop parler du monde du bâtiment, mais je pourrais répondre à toutes les questions. Et dernière chose, alors en termes de création d'emploi, ce que je voulais dire, alors, appliqué au monde du bâtiment, par exemple, dans MaPrimeAdapt, on a, pour encadrer le sujet et faire en sorte qu'il ne se passe pas tout n'importe quoi, les personnes qui seront éligibles à cette aide seront accompagnées par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, ce n'est pas l'artisan qui sera tout seul. Aujourd'hui, il y a énormément de recrutement et de création d'emplois dans le secteur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des ergothérapeutes. Il y a beaucoup d'emplois également qui se créent dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel senior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir l'habitat et l'EHPAD à la fin. Chacun a sa nécessité et sa vocation. Puis aujourd'hui, il y a tout un tas d'habitats intermédiaires qu'on redécouvre. De l'accueil familial, c'est de la colocation alors intergénérationnelle. Malheureusement, j'y crois toujours un peu moins que le reste. Mais enfin, il y a des choses à inventer encore pour offrir un habitat digne dans le lien social aux personnes. Alors, je voulais parler de design universel, mais tu viens de parler d'intergénérationnel, parce qu'on avait deux questions des auditeurs sur ces parties-là. Donc, tu viens de lancer le mot intergénérationnel. On a Ariel, merci de ces différentes questions. Alors, il y a différentes questions qui se recoupent, donc je vais revenir dessus à la fin. Mais Ariel qui nous dit qu'elle est porteuse d'un projet de logement accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Donc, des logements partagés insérés dans la vie locale. Elle souhaiterait connaître notre avis sur la mixité générationnelle et sociale. Est-ce que c'est et surtout est-ce que c'est une logique vectrice de transmission et d'entraide grand oui ou quelques remarques à faire là-dessus? Honnêtement, moi j'en suis convaincu. Bien sûr que ça ne peut être que je dirais vecteur d'apport mutuel entre la personne âgée, le jeune travailleur ou l'étudiant. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça nécessite quand même beaucoup d'accompagnement. Pareil, une personne âgée a besoin de stabilité. C'est pour ça qu'à un moment donné,
Si on est avec une personne relativement âgée et que c'est le défilé, on le voit bien avec les aides à domicile à la maison, et ben des fois ça peut être déstabilisant. Donc ce que je veux dire, alors ça marche bien dans des secteurs associatifs parce qu'il y a de l'intensité humaine aujourd'hui. Voilà, c'est pas Airbnb où on met des vieux et des jeunes, quoi. Ouais. Mais par contre, Est-ce que ouais. je connais Attends, on va laisser Jean-Philippe terminer, oui. Vas-y, plein de termine grands ton programmes propos. immobiliers où effectivement il y a des logements plutôt seniors, plutôt famille, avec un vrai projet social et plutôt jeunes travailleurs et tout ce qu'on veut, et où ça va très bien. Un café et des aidants intégrés dans un ensemble social où les plus jeunes vont donner des cours d'iPhone ou de machin à des plus vieux, ça peut marcher. Mais ça nécessite quand même d'être bien pensé, d'être bien accompagné avec un bon contrat social et un bon projet social. Il y a un bon urbanisme aussi derrière, hein. C'est-à-dire Ouais. que Un bon pour pouvoir urbanisme, sortir évidemment. pour pouvoir vivre à domicile, il faut être capable d'en sortir un petit peu et de conserver son lien social. D'en sortir, d'avoir des transports en commun, d'avoir des services autour ou de les organiser. Donc c'est vraiment une vision 360. Benjamin, qui voulait Ouais. intervenir ce soir. Oui, parce qu'il y a une question qui nous est posée par Monsieur Tamprendo sur la prime adapt. Bon, moi, j'ai un autre point de vue sur ma prime adapt que celui de Jean-Philippe, parce que je considère que c'est très bien d'aider les publics les plus fragiles à pouvoir effectivement aménager leur domicile. Enfin, je dis que j'ai un autre point de vue, mais dans les faits, je pense exactement comme toi, Jean-Philippe. Simplement, je voudrais juste faire prendre conscience aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux potentiels futurs entrepreneurs, que s'il y a bien un sujet, et je pense que Jérôme, tu me contrarieras pas là-dessus, s'il y a bien un sujet sur lequel il faut faire très attention, Me lance c'est pas, hein. à réfléchir à un modèle économique basé sur une subvention ou sur une aide financière basée elle-même sur des revenus, basée elle-même sur des niveaux de GIR, basée elle-même parce que en fait la prime adapt potentiellement ça peut être un truc génial, mais on le sait déjà quand on est un petit peu expérimenté que ça va représenter un maillon très faible de la population et que le plus gros des personnes qui doivent avoir des aides financières, on parle de 250 000 logements sur 5 ans et 1,5 milliard d'euros investis par l'État dans ce secteur-là. On sait que c'est 80% de la classe moyenne, celle qui a 3-4 000 euros à la retraite à deux, qui doit faire des travaux importants pour pouvoir aménager son domicile et qui va devoir faire aussi des choix dans un contexte économique où on vit une inflation qui est galopante. Donc, je dis pas qu'il faut pas entreprendre parce que je pense sincèrement que c'est quand il y a des crises qu'il faut créer des entreprises. Ça, c'est l'entrepreneur qui vous parle. Maintenant, il faut juste comprendre bien les règles du jeu. Et typiquement pour la personne qui posait cette question sur l'intermixité, je pense que c'est sur le papier un projet qui est séduisant. Dans les faits, c'est très complexe à mettre en œuvre. Et les projets résidentiels qui se sont mis en place auprès des seniors, force est de constater aujourd'hui qu'ils subissent très fort aussi la crise immobilière. Donc il y a quand même à bien comprendre les métiers qui sont entre guillemets combinés pour créer une offre de service. Et clairement, quand on fait de la résidence ou quand on fait de l'aménagement du domicile, eh ben les choix qui sont faits ou les politiques qui sont mises en place ou les aides qui sont mises en place peuvent aussi venir menacer entre guillemets des choses qui fonctionnent déjà très bien par ailleurs. Ça, c'est important. Jean-Philippe, je vais te laisser répondre à la question de Jean-Jacques. Est-ce que la prime adapt va booster uniquement le secteur du bâtiment et de l'habitat ou bien l'ensemble du secteur de la Silver Eco? Mais juste avant que tu répondes, on a eu une discussion à un moment où on disait bon, la prime adapt, c'est la prévention, mais on a mis un niveau de GIR pour y accéder, donc plutôt Non. c'est fini, ça a terminé. Et en tout cas, tant mieux, parce que ce que tu m'as répondu à ce moment-là, quand moi je t'ai dit mais attends, on fait de la prévention et finalement faut être dépendant pour y avoir droit, très bien, ça a été terminé. Mais même si ça l'était pas, tu m'as répondu une chose qui a vraiment fait écho en me disant la prime rénovation logement. Elle est disponible pour les foyers modestes, elle est disponible pas à tout le monde, mais celui qui ne peut pas avoir l'aménagement, je sais pas quel est le titre exact de sa maison, l'isolation, la fameuse isolation à 1 euro, il voit que de nombreuses habitations sont en train de faire cette isolation. Il voit que demain, la valeur de son domicile va passer par le fait de baisser le critère ABCDEF, de tendre vers le A. Donc, il se dit, OK, moi, j'ai pas le droit à l'isolation à 1 euro. Ça va me coûter 30 000, ça va me coûter 10 000. Mais c'est un bon investissement. Et je crois que la prime adapt aussi a cet effet. Et c'est en ça qu'elle bénéficiera indirectement à l'ensemble des acteurs de la silver economy. Mais tu es largement plus spécialiste que nous. Entièrement d'accord avec toi.
Alors, les GIR, pas GIR, alors pour l'auditoire qui ne connaît pas, les GIR, c'est la façon dont on classe les personnes âgées en fonction d'un niveau de perte d'autonomie. Toutes les personnes. Oui, voilà, donc toutes les personnes, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, seules les personnes en perte d'autonomie ou handicapées avaient droit à des aides. Bon, je vais vous donner quelques grands chiffres quand même, que vous ayez conscience qu'effectivement, MaPrimeAdapt, c'est une goutte d'eau dans l'océan du bâtiment. Rénovation énergétique des bâtiments pour l'année prochaine, MaPrimeRénov', 8 milliards d'euros sur un an. MaPrimeAdapt, 250 millions d'euros. 12 ans de combat pour avoir ça. Donc c'est pour vous dire quand même que, alors on est content de l'avoir parce que ça permet quand même de mettre le sujet au milieu du grand sujet des transitions. Et ça y est, tout le monde dans le monde du bâtiment a pris conscience, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a de plus en plus de vieux. Bon, on est content. Et qui auront de plus en plus besoin de fonctionnels. Donc pour moi, en fait, c'est juste, j'espère que les gens du ministère ne m'entendent pas, mais un élément de langage et de communication pour dire qu'on s'y intéresse. Bon. Là où, par rapport aux histoires de GIR, est-ce que tu n'as pas tout à fait compris? C'est qu'effectivement, côté ministère du Logement, et pour répondre, je dirais, alors, modeste et très modeste, c'est à peu près 60% de la population quand même, hein, vu le niveau des retraites. Donc là, il n'y a pas de condition. Dès que tu as 70 ans, sans condition de perte d'autonomie, tu peux avoir droit à MaPrimeAdapt. Pendant longtemps, moi, j'ai proposé qu'on s'intéresse aussi aux classes moyennes, en disant que quand même si des fois je dépasse de 50 € les seuils de ressources, ben pourquoi moi j'ai droit à rien? Donc Bercy, et ça ils peuvent m'écouter, a décidé de prolonger un dispositif qui est celui du crédit d'impôt, de 25% valable sur les produits et l'installation. Sauf qu'aujourd'hui, ce crédit d'impôt, il est dans les conditions actuelles, c'est-à-dire réservé uniquement aux personnes handicapées ou présentant une perte d'autonomie, GIR 4 et moins. Donc, il nous reste une minute. Il nous reste une minute, Jean-Philippe. Hein. Mais allez, simplement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes qui payent pour le reste sont obligées d'être malades ou cassées pour avoir droit à une aide. Donc moi, ça, comme je dis, quand on veut faire simple en France, il faut appeler un énarque et on fait compliqué. Hein, alors qu'on parle dans l'océan du bâtiment que d'une dérive potentielle de 30 millions d'euros sur des budgets qui se comptent en dizaines de milliards d'euros. Donc aujourd'hui, voilà. Donc pour moi, MaPrimeAdapt, alors oui, c'est un bon signal. Oui, il va falloir l'accompagner. Oui, ça a permis au monde du bâtiment de s'intéresser au sujet, mais c'est que le début d'une brique. Parce qu'on estime qu'il y a 90% des logements qui ne sont pas adaptés et que là, il y a urgence parce que la vague démographique, on ne va pas la surfer. Hein. Et puis les vieux, on ne va pas les mettre dans des bus, dans des EHPAD ou dans les logements partagés. Donc on sait que de toute façon, il faudra accompagner. Allez, une minute. Je me permets, Armel, tu as droit. Non, mais je pense aux jeunes qui nous écoutent là. Je pense qu'aux jeunes qui nous écoutent, si on veut j'y vais pas leur donner envie d'entreprendre. Non, mais après, voilà, juste sur le monde du bâtiment, pour répondre à la question de Monsieur Tamprado, bien sûr que ça va profiter à de l'industrie, à de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on le voit, par exemple, tout ce qui est domotique, tout ce qui est accessible et bien pensé, intègre. Donc, il y aura de l'électronique, pas de l'IA, hein, ça, j'y crois pas. Mais il y aura beaucoup d'innovation en termes de communication, de lien social. On parle beaucoup de e-santé ou de télésanté. Demain, la salle de bain va devenir une cabine de télémédecine. Il y a des startups qui se sont créées à créer des miroirs de santé, des miroirs connectés qui permettent d'échanger, qui remplacent une tablette. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'environnement du logement va pousser, y compris dans l'ameublement. Moi, je vois, la dynamique est lancée. Pardonne-moi de te couper. Ouais. Vraiment, on est comme à la radio, le timing est tendu. Mais Armel, quand même, le message positif. Venez, c'est bien. Vous m'entendiez tout à l'heure quand je parlais? Ah non, Si, tu as dit les jeunes, là, le message positif pour les jeunes qui nous écoutent. Juste rapidement, pour ce que j'ai à dire, c'est, on parlait à un moment je crois que c'est Victor qui disait ça, mais c'est pas un secteur comme les autres et on vous attendra sur votre éthique, et notamment sur le fait que vous ne fassiez pas des coups dans le dos ou que vous soyez pas dans cette industrie uniquement pour l'appât du gain ou autre. Et ça, c'est très vrai. Et ça, effectivement, c'est, je pense, une des particularités de la cyberéconomie, et ça, on nous le dit tout le temps, c'est déconnez pas avec votre modèle économique. En fait, on a encore moins le droit de, d'abuser, on est sur des personnes qui sont
probablement plus faibles qu'ailleurs parce que c'est des personnes âgées et donc vous devez être exemplaire dans votre mode de facturation, dans votre mode de délivrabilité de vos produits, etc., etc. Donc ça, voilà, c'était juste pour terminer sur ce point-là. Encore plus qu'ailleurs, c'est peut-être une grosse différence par rapport à d'autres industries. La silver economy exige d'être exemplaire et personne ne comprendrait qu'une entreprise qui fait du business sur ce secteur-là puisse être, entre guillemets, un margoulin. Ce qui d'ailleurs s'accepte beaucoup plus, par exemple, chez les vendeurs de Porsche, pour ne pas les citer, Jérôme, où là, je pense que personne, en tout cas, il n'y a pas un média qui ira à se rebeller parce que on fait payer un vendeur de Porsche, enfin un acheteur de Porsche 20% plus cher. Dans le domaine de la silver economy, voilà, les médias, les attentes des utilisateurs sont beaucoup plus forts que, en tout cas sur ces sujets-là qu'ailleurs, je pense. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Victor, avec 15 secondes, 20 secondes, est-ce qu'on dans toutes ces dernières là, remarques, échanges, ça t'a inspiré? Moi, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit et globalement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de penser que ces personnes qui sont âgées, donc c'est-à-dire qui commencent à partir de 60 ans, à gagner des années. Moi, j'aime l'idée qu'elles peuvent éventuellement perdre un peu de temps en temps à cause de fragilité physique ou cognitive. Par contre, d'un point de vue décisionnel et d'un point de vue autonomie de ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent faire pour elles et pour la société, on doit absolument voir ça comme une pente montante. Moi, c'est mon gros combat. Et ne pas penser que les personnes, parce qu'elles sont âgées, on peut justement en abuser. Ne pas oublier que certaines sont fragiles et que ça nécessite ce surplus de bienveillance et d'éthique. Mais il y a des vraies belles choses à faire dans ce secteur. Vous aurez tout mon encouragement, chacun de ceux qui viendront mettre une pierre à l'édifice. Et on l'a vu ce soir, c'est un secteur où on partage également beaucoup de concurrent à concurrent, on se regarde pas en chien de faïence, et ça c'est vraiment au quotidien. Moi j'ai été dans d'autres secteurs d'activité avant, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Merci beaucoup à vous tous pour avoir justement transmis de l'information. Allez, on se donne rendez-vous à toute une série de conférences, le mercredi 15 novembre, conférence sur les grands secteurs de la Silver Eco, où on va avec Silver Valley notamment, avec Sandford, brosser différents débats. Qui sont les seniors? On a commencé à le brosser un petit peu cette thématique, mais qui sont les seniors? C'est le mercredi 22 novembre avec le grand Serge Guérin, sociologue s'il en est, du secteur. Conférence numéro 4, ça sera le mercredi 29 novembre, toujours à 17h30. On est en timing after work. Créer et développer une entreprise dans la Silver Economy. Donc là, avec Titouan Levard, Silver Valley et puis différents entrepreneurs, où on rentrera plus dans l'esprit, dans la mécanique de création d'entreprise. Mercredi 6 décembre, technologie, recherche et innovation dans la technologie. On va parler de la R&D, grand sujet qui fait son retour. On l'a un peu oublié. La Silver Economy est venue de la gérontechnologie, laquelle venait du monde de la recherche. Et puis on a un peu oublié les chercheurs et on commence à les voir arriver, revenir, notamment sur l'IA. Donc il y a des choses à faire et imaginer. En tout cas, ces séquences et ces conférences sont riches. Merci de nous avoir invités à échanger. Et puis on assistera nous-mêmes aux 5 conférences qui seront organisées. Jean-Philippe, Armel, Victor, Benjamin, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Nous, on est en direct du studio Silver Eco et on est ravis de vous accueillir également. Salut, bye bye. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Salut.